Salut les CM et futurs CM, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir si ChatGPT est un bon coach pour votre activité de community manager. On va lui poser des questions, je l'ai déjà fait en amont pour dynamiser un peu la vidéo. J'y ai posé les questions et j'ai demandé de me donner les questions les plus posées également par les CM débutants. Et on va tenter d'y répondre, voir s'il donne des bonnes réponses. Et moi, je vais venir apporter ce qui est pour moi la réponse ou ma vision de la chose, ou si ChatGPT dit ce que j'aurais dit exactement. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, si vous me découvrez avec cette vidéo. Ici, vous trouverez plein de conseils pour les CM et pour développer votre activité. Donc, on va commencer par la première question. Quelles sont les missions principales d'un CM? Donc, vous pouvez voir à l'écran ce qu'il nous dit. Création de contenu, planification, modération, analyse, reporting, veille stratégique. En fait, si on part de ce type de conseil-là, on peut faire une liste longue comme le bras. Moi, j'aime diviser en 3 parties le rôle d'un community manager et sa mission principale. C'est la stratégie, la création de contenu et la gestion de la communauté. Et dans ces 3 catégories, on peut y mettre en effet beaucoup de choses. On peut y mettre énormément de choses parce que là, il parle de veille stratégique, mais veille stratégique, on peut le mettre dans stratégie tout court. Analyse, reporting, je le mettrai également dans la partie stratégie. Parce que c'est à partir de l'analyse et du reporting qu'on va pouvoir établir la stratégie et l'affiner. Modération, animation de la communauté, pareil, même catégorie dans la partie gestion. Création de contenu, planification, voilà, je l'ai mis dans la partie contenu et tout ce qui va être autour de la création de contenu et tout ce qu'on va mettre sur nos réseaux sociaux. Donc globalement, il a raison. En fait, il aurait pu me donner une liste longue comme le bras, mais certains clients demandent aussi de la gestion de campagne publicitaire. Ouais, pour moi, c'est plus du community management après. On entre sur un métier de média buyer, c'est encore un peu différent. On peut faire. Après, c'est complémentaire, mais pour moi, c'est encore un autre métier de faire de la publicité. Et il y a déjà bien à faire entre la stratégie, la création de contenu et la gestion de communauté. Donc voilà, donc globalement, c'est vrai. Après, il n'allait pas me sortir tous les trucs parce qu'on peut faire une liste extrêmement longue. Mais globalement, je suis d'accord, mais je l'aurais présenté différemment, de manière à ce que ce soit plus compréhensible, parce qu'on pourrait ajouter encore beaucoup de choses. Alors ensuite, quelles sont les compétences et formations nécessaires pour devenir CM freelance? Alors les compétences essentielles sont la maîtrise des plateformes sociales, en effet, rédaction persuasive, ok, création graphique, analyse des données, organisation, gestion du temps, formation utile, ok, Donc moi, comment je vois la chose? Les compétences et formations nécessaires pour devenir CM freelance. Moi, je divise en 2 catégories. J'aime bien diviser dans des catégories pour que ce soit clair pour tout le monde. Pour être CM, on précise bien en freelance. Il faut en effet les compétences métiers. Donc là, il nous dit maîtrise des plateformes. Euh, Également, la compétence métier, ça va être tout ce qui est là. Il parle de rédaction, mais ça va être aussi, comme il dit, graphique. Ça va être vidéo. Ça va être en termes de texte également. Ça va être en termes d'outils. Donc voilà, tout ce qui va englober le métier en lui-même, les réseaux sociaux et comment on crée du contenu pour ces réseaux et comment on sait s'en servir, comment on sait animer et développer une communauté, comment on sait créer des stratégies pour ces réseaux. Donc voilà, c'est vraiment la compétence métier. Et ensuite, il y a une compétence dont il ne parle pas. Bon, évidemment, ça aussi, organisation du temps et gestion de votre temps, voilà, pour travailler efficacement. Ça, je l'aurais mis dans la deuxième catégorie, qui est la catégorie, on va dire, plus de votre business en lui-même. C'est-à-dire comment je gère et développe mon activité pour pouvoir en vivre. Comment je crée mon offre, comment je fixe mes tarifs, comment je trouve des clients, comment je vends, comment je développe tout ça. Également, l'organisation et gestion du temps, en effet, je la mettrai aussi dans cette compétence business parce que il faut savoir bien utiliser son temps, bien s'organiser pour être efficient et pour accueillir plus de clients, développer davantage son activité. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment les 2 grandes catégories de compétences qu'il faut pour être des CM freelance. Et ensuite, en termes de formation, alors en effet, alors on a les classiques écoles de communication, de marketing digital, voilà, si vous faites des études supérieures. Après, en effet, il y a des formations que vous pouvez trouver sur Internet.
Après, la problématique de beaucoup, c'est qu'elles négligent la partie freelance. C'est-à-dire que sur les compétences métiers, il y en a qui vont être plus ou moins bien, mais par la partie freelance, bah, comment je crée mon offre, comment je fixe mes tarifs, comment je trouve des clients, comment je prospecte, comment je les attire à moi, comment je fais du networking, comment je délivre également, bah, tout ça, vraiment, ben, c'est soit pas du tout expliqué, soit vraiment au second plan ou de manière très basique. Tu veux trouver des clients, inscris-toi sur une plateforme de freelance, voilà. Bon, pour moi, c'est pas des conseils. C'est pour ça que nous, dans notre accompagnement chez la Boussole UCM, on met vraiment en action ces piliers-là. Hein. On accompagne vraiment la personne sur qu'elle comprenne comment elle va trouver des clients, comment elle a une acquisition constante de clients pour alimenter son activité, avoir une activité pérenne, comment elle délivre aussi, on accompagne les personnes à délivrer, et tout ça c'est très important et souvent c'est négligé par les formations et par les gens qui se lancent également parce qu'ils pensent que juste être bon sur les réseaux ça suffit. Ensuite, comment fixer ses tarifs en tant que CM freelance, indépendant? Donc, lui, qu'est-ce qu'il nous conseille? Déterminer ses tarifs dépend de plusieurs facteurs. Analyse du marché, ok. Rechercher les prix pratiqués par d'autres freelance. Calcul du coût horaire. Lui, il calcule en coût horaire. C'est une manière de faire, en effet. Propose des forfaits adaptés. Par exemple, création de 15 postes plus animation. Ajoute des options pour augmenter ton panier moyen. D'accord. Alors, là, on est sur quelque chose qui est fait par beaucoup de freelance, pas que les CM, de manière générale les freelance. Soit ils ont un taux horaire, soit ils ont un TJM, donc taux journalier moyen. Moi, c'est pas du tout ma façon de fonctionner, c'est pas spécialement celle que je préconise. Après, vous pouvez en avoir un pour vous repérer. Vous dites, ok, aujourd'hui avec ce client, je travaille, il me prend tant de temps, donc si je regarde à l'heure, ça me donne tant d'argent. Si vous voyez que un client, au final, vous travaillez tellement d'heures que ça vous revient à 10 euros de l'heure, en effet, il y a un problème. Mais moi, c'est pas le genre de choses euh, que je vais donner au client, que je vais dire. Je vais pas lui dire, moi, je suis à 30 euros de l'heure, donc là, on a un forfait de 30 heures par mois ou par semaine. Je ne vais pas fonctionner comme ça. Moi, je préfère fonctionner par euh, offre unique et pas qu'on reviendra sur les offres tout à l'heure. Parce que forcément, le prix est lié à votre offre. Mais je préfère fonctionner sur un prix fixe unique qui ne dépend pas de mes heures. C'est aussi parce que j'ai une vision où je délègue, où j'ai une équipe autour de moi. Mais pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a plusieurs choses. Premièrement, le client n'a pas la preuve du nombre d'heures que vous y passez. Donc il peut très bien se dire autant il me facture plus d'heures que ce qu'il en fait. Deuxièmement, c'est la porte ouverte à la négociation, à des trucs à la con du genre ah ouais mais là peut-être qu'on peut enlever une heure là-dessus, peut-être que là si tu vas plus vite là-dessus qu'on utilise, tiens j'ai un outil, peut-être tu peux l'utiliser, tu iras plus vite donc on peut enlever des heures. Voilà, en fait c'est une porte ouverte à se faire négocier, à avoir des clients un peu relous là-dessus. Donc moi ce que je vous conseille si vous voulez vraiment avoir un taux horaire, gardez-le pour vous euh, orienter, voilà, pour que ce soit clair. Mais par contre, je vous conseille pas de le communiquer au client forcément. Partez plutôt sur une offre, on le verra sur les offres, hein, une offre complète. Vous savez à peu près par client combien de temps ça va vous prendre. Et si vous voulez vraiment avoir un TGM ou un taux horaire, fixez-vous plutôt ça. Mais moi, c'est pas ma manière de fonctionner. Encore moins avec des packs genre 15 postes plus animation, ça coûte 500 euros. Non, moi je fonctionne pas du tout comme ça. Je vous expliquerai dans les offres comment je fais. Et pour ceux qui me suivent, qui ont déjà vu mes vidéos, vous savez un peu comment je fonctionne à ce niveau-là. Donc oui, c'est une manière pour beaucoup de fonctionner, ce qu'il dit là. Ce n'est pas ma manière de fonctionner. Je l'explique dans mes vidéos sur comment fixer ses tarifs, créer ses offres également. Je vous dis en détail comment je fais, mais moi c'est pas ce que je préconise parce qu'il y a mieux, voilà, et qui va moins induire le client en erreur et qui sera beaucoup plus clair. Donc moi je privilégie vraiment l'offre avec un prix fixe. Et après, moi, le nombre d'heures et le temps que j'y passe, c'est à moi de savoir si je m'y retrouve. Mais je ne communique pas des taux horaires, je trouve pas que ce soit le plus intéressant. Et après, débutant, intermédiaire, expert, bon, ça veut pas dire grand-chose, hein. Si vous commencez mais que vous êtes super bon dans ce que vous faites, vous apportez des résultats, il n'y a pas de raison que vous soyez au minimum parce que vous venez de commencer. Et à l'inverse, il y a des gens, ça va faire 5 ans qu'ils en font et ils vont faire des trucs à faible valeur ajoutée, pas beaucoup de résultats, c'est pas pour autant qu'ils devraient être à 100 euros de l'heure ou plus. Donc en fait, ça dépend plus de votre niveau et de ce que vous apportez, ce qui en effet peut être lié au temps de pratique, mais pas toujours, que juste ah ben je débute, je suis intermédiaire. En plus, ça veut rien dire débutant, intermédiaire, expert, au bout de combien de temps ou quelles sont les qualités pour dire que c'est un débutant, expert, intermédiaire. Voilà, ça donne une idée, mais voilà. Mais c'est ce que j'avais observé en effet en termes de taux horaire.
les débutants intermédiaires. La plupart se trouvent entre les 30, 40, 50 euros de l'heure en tant que freelance en CM. Donc ensuite, comment trouver ses clients et développer son portefeuille? Donc exploiter son réseau, oui, ça c'est une super manière de le faire. Quand vous avez un réseau, c'est super bien. Ou aller faire du networking, aller dans des événements, etc. Vraiment, ça c'est ce qui va vous donner des super opportunités. Vous êtes en physique avec les personnes, donc vraiment c'est super intéressant. Recommandations personnelles également. Créer du contenu, utiliser tes propres réseaux sociaux pour montrer ton expertise, alors oui, mais le truc c'est que des fois ça peut prendre beaucoup de temps ou ça peut être pas facile pour n'importe qui débute de se différencier, de faire des vues, d'attirer des clients. En plus de ça, il y a une différence entre faire des vues, avoir des réseaux sociaux qui marchent et avoir les bons profils qui viennent vous envoyer un message pour vous supplier de travailler avec vous. Donc généralement, oui, c'est bien, surtout en 2025 où il y a de plus en plus de gens qui se font prospecter, tout ça, ça vous permet encore plus de vous démarquer, si vous faites du bon contenu évidemment. Cependant, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il y en a beaucoup, ils peuvent faire du contenu pendant des mois, un an et peut-être pas décoller. Vous tapez community manager sur Instagram, il y a des centaines de community managers qui font des super contenus, qui les travaillent, c'est très beau visuellement, ça a du sens, ils s'y connaissent et pourtant ils ont pas beaucoup d'abonnés, ça fait pas beaucoup de vues et il ne doit pas y avoir tous les jours des clients de grande qualité qui viennent les contacter. Donc, oui, mais ne vous contentez pas de ça. S'inscrire sur les plateformes freelance. Malt, Upwork, Fiverr, Coder. Alors, les plateformes freelance, moi je connais des gens qui ont des clients via plateforme freelance. C'est rarement des clients de grande qualité. C'est-à-dire que souvent, c'est parce que les plateformes freelance, c'est un peu le supermarché des freelances, quoi. C'est qui a l'offre la moins chère. Et puis, vous êtes un peu classé aussi par étoile, par avis. Donc, quand vous allez vouloir vous placer en tant que community manager, vous ne serez pas tout de suite mis en avant. Parce que il y aura des gens qui sont déjà là, donc ils vont vous inviter, vous encourager à payer pour être mis en avant, enfin bref. Et les profils que vous aurez sur ces plateformes, c'est pas toujours le top. Cependant, il y a des gens qui sont sur ces plateformes bien référencés, qui ont des clients, c'est pas les meilleurs clients au monde que vous aurez là-bas dessus, mais voilà, il y a toujours des exceptions, vous pouvez avoir une bonne surprise, donc vous pouvez tenter l'expérience, voir si ça vous convient. Et voilà, ça fait toujours une acquisition de trafic en plus et des fois ça peut être cool. Prospection active, identifie des entreprises locales ou en ligne qui pourraient bénéficier de tes services et contacte-les avec une proposition personnalisée. Moi c'est souvent ça que j'ai fait au début, souvent beaucoup d'emailing. J'envoyais des emails, mais des emails bien travaillés, hein, j'en parle sur la chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et voilà, il y a des messages privés, également les appels téléphoniques. Il y a le call de message également avec Instagram, Facebook, LinkedIn. Voilà, il y a plein de manières de prospecter. Mais généralement, associe-toi avec... Alors, collaboration, associe-toi avec des agences ou autres freelances pour partager des projets. Oui, également, ça peut se faire. J'ai déjà eu des projets grâce à d'autres freelances avec qui je collaborais également. C'est une bonne idée. Donc, globalement, oui, ça tient la route, hein. De toute façon, on peut pas inventer 30 millions de trucs, hein. Comment vous trouvez des clients? C'est soit vous les attirez à vous, soit vous allez les chercher. Vous les attirez à vous avec peut-être votre réseau, vos recommandations personnelles, vous les attirez avec de la création de contenu. Si ça prend, voilà, si ça peut prendre du temps, mais si vous faites du bon contenu et que toutes les étoiles sont alignées, ça peut vous attirer des bonnes personnes. Et ensuite, aller les chercher, ça va être en démarchant, en allant dans des événements en physique, en faisant des appels à froid, des messages à froid, des emails à froid, enfin bref, voilà. Imitation, j'en parle sur la chaîne en détail. Astuce fournie des résultats mesurables dès le début pour inciter les clients à te recommander. En effet, voilà. Dès que le début, vous avez des clients, apportez des résultats, proposez-leur de vous recommander ou mettez en avant ces résultats sur d'autres personnes que vous prospectez et ça a un effet après, vertueux. Quels outils sont indispensables pour un CM freelance? Voici une liste d'outils incontournables. Canva, Adobe, Photoshop, Buffer, Hootsuite. Ok. Bon, là, il nous donne les classiques. Utilise ChatGPT pour rédiger des idées et les gens doivent analyser des données. Franchement, ChatGPT aujourd'hui, je trouve c'est le plus utile, hein. Franchement, moi je l'utilise énormément pour avoir des idées, pour avoir des descriptions, pour énormément de choses pour moi et pour mes clients. Donc c'est super. Attention, faites pas du ChatGPT bête et méchant. Donnez-lui des bons prompts, adaptez, faites des retours avec le client, utilisez-le intelligemment. Et franchement, c'est un super allié. Moi, j'ai la version payante, mais même en gratuit, il fait du bon boulot. Création de contenu. Alors Adobe, ça peut être dur à prendre en main, mais sur certains projets, c'est vraiment une expertise en plus. Après Canva, la plupart du temps, ça fait vraiment l'affaire et franchement,
99% du temps pour la plupart des CM, ça suffira largement. Outils de planification, moi j'utilise Metricool, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, mais Buffer et Outsuite Later également sont cool. Suivi, analyse, Google Analytics, Meta Business Suite. Alors moi, les analyses, je les fais avec Metricool également. Mais oui, vous pouvez avoir Google Analytics, voilà, tout ça. Gestion de projet, ok, Notion, ouais. Voilà. Après, ça dépend. Il y a des clients, des fois, ils vont vous dire, bah moi, j'utilise déjà Notion avec mon équipe. J'utilise Slack également. Donc, ça va dépendre quel client vous avez. Il y a des clients qui ont déjà leur outil avec leur équipe. Soit vous pouvez venir et donner vos outils. Et voilà, Notion, je sais que c'est utilisé par la plupart. Et gestion visuelle, ouais, pour avoir des images gratuites, tout ça. Après, quand vous avez Canva, vous avez déjà pas mal d'images gratuites et c'est top. Donc oui, les outils indispensables, moi j'en utilise pas des masses. Après, je délègue aussi beaucoup. Je sais que mon monteur et mon graphiste, ils utilisent la suite Adobe. Donc c'est vrai que moi j'utilise assez peu ces outils-là. Moi je suis surtout sur ChatGPT pour pas mal de choses. Même aujourd'hui, en termes de veille, de travail d'avatar client, de choses, il est vraiment performant. Donc c'est vraiment un outil tout en un aujourd'hui, ChatGPT également, qui est très intéressant quoi, pour vos recherches et votre stratégie. Comment se démarquer dans un marché concurrentiel? Très bonne question. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Spécialise-toi dans une niche, par exemple SEM pour les coachs sportifs ou les restaurants. C'est vrai, ça c'est intéressant. Résultats concrets, montre des études de cas ou des résultats obtenus. Très bien. Marque personnelle, investis dans ton image, exactement. Service personnalisé, propose des outils gratuits ou des idées sur mesure pour attirer l'attention. Voilà, moi globalement je suis d'accord parce que aujourd'hui, il n'y a pas de secret, hein. Tu veux te démarquer déjà d'un marché concurrentiel qui est le community management. On va pas se cacher qu'il y en a quand même beaucoup. Euh, Se spécialiser déjà sur... Alors là, il parle d'une niche. Moi, j'irais carrément sur aussi un service. Par exemple, là, il parle des restaurants, mais on peut être spécialisé sur la vidéo pour les restaurants. Et on est spécialisé sur le format vertical pour les restaurateurs. Et quand vous allez sur TikTok, Instagram, vous voyez que c'est extrêmement viral, hein. Tout ce qui est food, c'est très 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 viral. Donc par exemple, aujourd'hui vous démarchez une pâtisserie, un restaurant, peu importe, vous dites moi je suis spécialisé dans la food sur la vidéo et le montage de vidéos verticales pour alimenter vos réseaux sociaux. Je fais un service clé en main. Franchement, vous vous démarquez déjà de beaucoup de CM qui vont proposer juste des posts ou de la gestion à un peu n'importe qui autour de chez eux. Ensuite, résultats concrets. Si à ce restaurant, vous lui apportez des résultats concrets, qu'il a des gens qui viennent en boutique grâce à vous, qui devient viral, qui fait beaucoup de vues, les autres restaurateurs vont se dire ah ouais bah super, t'as des super résultats avec notre collègue là, on aimerait bien voir la même chose quoi. Marque personnelle, on en revient à la création de contenu. Évidemment que si vous avez une marque personnelle forte, que vous êtes connu sur les réseaux sociaux pour ce que vous faites, beaucoup vont vouloir travailler avec vous parce que la valeur perçue qu'ils auront de vous est plus élevée forcément. Service personnalisé, en effet, quand on est dans la personnalisation et le sur-mesure, on a une image tout de suite plus haut de gamme, on se démarque et on peut aussi facturer plus cher. Ça, on en reviendra aussi au prix et à l'offre tout à l'heure. Comment gérer son emploi du temps et organiser ses missions? Donc calendrier éditorial, organisation, avec des outils, plage horaire fixe. Utiliser la règle des 20-80 pour se concentrer sur les tâches les plus importantes. Donc 20-80, c'est quelles sont les 20% de tâches qui vous apportent 80% des résultats, quoi. Voilà, c'est vraiment les plus importantes. Après, c'est à vous de trouver ce qui vous convient en termes d'horaire, comment vous vous organisez, si vous avez un travail, une famille à côté, voilà, c'est à vous de voir. Il y a des outils aussi, hein, encore une fois, Notion, c'est le plus utilisé. Prévoit des publications, des liens à l'avance pour éviter les imprévus. Voilà, également avec des outils comme Metricool, vous pouvez planifier à l'avance. Donc voilà, il y a pas mal. Faut pas trop se prendre la tête avec ça, hein. C'est surtout trouver les outils qui vous facilitent la vie et voir vous les moments où vous pouvez travailler efficacement. Et après, c'est que de la volonté et du mental, quoi, hein. Être organisé et gérer son emploi. Voilà. C'est sûr que si vous scrollez pendant 1 heure sur Instagram, en termes d'organisation de temps et d'emploi du temps, ça va être compliqué. Donc, il faut être productif également, quoi. Quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on débute en tant que CM freelance? Fixer des prix trop bas. Oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Accepter des clients sans contrat clair. Toujours définir des attentes et livrer dans un contrat. Ça, c'est vrai. Négliger le suivi des performances. Les clients attendent des résultats mesurables. Oui, mais alors, on va revenir. Quelles sont les erreurs? Donc, du coup, fixer des tarifs trop bas. Alors, oui,
c'est une erreur en soi, mais au début, c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand des fois bah, on a des opportunités avec des petits commerces à côté de chez nous, des choses comme ça. Vaut mieux commencer trop bas que pas commencer du tout. Et en plus de ça, alors ça ne veut pas dire que fixer des tarifs trop bas, ça peut aussi vous attirer des clients très chiants. Si vous arrivez à avoir des clients à des tarifs très bas, mais qui ne vous mènent pas une vie infernale, ça va. Donc moi, je trouve pas qu'au début, ce soit en effet une erreur. Par contre, ça peut être une erreur si ça vous empêche de vivre de votre activité. C'est sûr que si vous avez des prestations où vous faites tout pour 200 euros et qu'il vous faut 10 clients pour faire 2000 euros de CA et que c'est impossible avec tout le travail que vous faites de gérer 10 clients, ça va être compliqué. Donc les tarifs bas, ça va au début pour prendre confiance, tester ce qu'on sait faire, avoir des premiers résultats. Voilà. Mais ensuite, vous pouvez plus rester à ces prix-là. Et de toute façon, le calcul, il n'est pas compliqué, hein. C'est combien de clients maximum vous pouvez accueillir et quel est votre prix. Si vous pouvez, et quel est votre objectif également derrière de résultat. Donc si votre objectif c'est de faire 2500 euros de CA pour pouvoir en vivre, vous savez que vous devez au moins avoir, par exemple, si vous avez 5 clients maximum que vous pouvez accueillir, il faut au moins 5 clients à 500 euros pour faire 2500. Voilà. Donc de toute façon, une fois que vous faites ce calcul, vous ne pouvez plus vous tromper. Accepter des clients sans contrat clair. Alors oui, c'est vrai que sur les clients, il faut être clair, parce qu'il y en a, vous leur donnez la main et vous mangent le bras. Donc, il faut être très très clair sur ce que vous faites et sur ce que vous ne faites pas, sur ce que vous promettez, ce que vous ne promettez pas. Il faut être clair sur le moindre détail. Moi, je vous donne un exemple. Je faisais des vidéos verticales pour des clients avec des sous-titres. Et les clients sortis de nulle part dans la prestation, ah ouais, on aimerait les sous-titres qui bougent dans tous les sens avec les emojis, tout ça. Et ça, c'était à l'époque où il n'y avait pas encore des outils d'IA qui te faisaient tout ça en un clic. Il fallait le faire manuellement avec Adobe Premiere et tout. Sauf que ces outils prennent beaucoup plus de temps, ils sont beaucoup plus chers à faire quand tu délègues à quelqu'un, et si tu le fais toi-même, ça te prend beaucoup plus de temps. Sauf que ces clients-là, eux, il fallait que je leur fasse ça pour le même prix. Et ça, j'aurais dû le spécifier. Pareil, une personne qui m'envoie des rushs vidéo de 10 minutes pour faire un Reels d'1 minute. Donc le temps n'est pas le même. Donc maintenant, je dis aux gens, vous voulez quel type de sous-titres? Est-ce que c'est très travaillé? Pas très travaillé? Ok, on fait comme ça alors. Si vous m'envoyez une vidéo, je veux pas que ce soit un rush de 10 minutes où à la fin il reste 45 secondes. Il faut que ce soit propre, il n'y ait pas grand chose à couper, faites l'effort. Ou alors vous faites plusieurs rushs que vous m'envoyez de 20 secondes chacun si vous faites beaucoup d'erreurs. Mais il faut être très clair dans les contrats et plus vous allez avancer, plus vous allez voir qu'il y a des petits détails à la con des fois sur lesquels les clients peuvent être chiants. Négliger le suivi des performances. Alors, il y a beaucoup de clients qui pas qui s'en foutent, hein, mais vous allez envoyer des suivis, des trucs et tout. Ils vont à peine regarder ou voilà, ils vont pas être très, ils ont tellement de trucs à gérer. Donc oui, c'est bien de l'avoir pour vous et de pour voir et pour faire des petits rapports, mais de toute façon, eux, les performances, si leurs réseaux sociaux grossissent, ils ont des clients, ils vont le voir et ils vont vous dire naturellement, ah bah c'est top, on continue quoi, tu vois. Donc c'est bien de l'avoir parce que ça fait pro. Mais faut pas croire qu'ils attendent tous d'avoir un rapport, tout ça, parce que beaucoup ils le regardent même pas. Ils sont très freestyle, ils ont la tête de partout, voilà quoi. Donc voilà, quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on débute? Voilà, moi ce que je vous dirais aussi, c'est négliger la partie business également au début. Beaucoup trop négligent la partie comment trouver des clients, etc. Donc ça c'est très important également. Après des erreurs, il y en a plein, hein. On pourrait faire. J'ai fait des vidéos sur les erreurs à éviter, vous pouvez aller la voir. Là, il nous en a donné 3, mais il y en a plus de 3. Mais voilà, on va pas trop s'attarder non plus. Faut-il se spécialiser dans une niche ou rester généraliste? Très bonne question. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Se spécialiser rendra plus attractif pour une audience précise. Par exemple, si tu deviens un expert en CM pour l'immobilier, les clients te perçoivent comme une référence dans ce domaine. Alors, moi, je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est mieux de se spécialiser sur soit un service, soit une thématique. Soit les deux, comme je vous ai dit, hein. Vous pouvez soit être très bien spécialisé restaurant, soit spécialisé sur les vidéos pour les réseaux sociaux, le format vertical, soit pour les formats vidéo pour les restaurants et les rendre viraux sur les réseaux sociaux. Être généraliste, en fait, le truc, c'est que déjà dans votre prospection et votre communication, vous allez vous éparpiller. Donc, c'est pas problématique en soi, hein. Il y a des agences ou des freelances qui ont des clients dans tous les domaines et tout, ils en vivent, tant mieux. Mais la problématique, c'est que ça va être très compliqué au début de se démarquer, d'avoir un axe de communication également qui est clair,
Dans la prospection, vous allez prospecter un peu tout et n'importe quoi. Les offres également, il faut les adapter parce que c'est pas la même chose de travailler avec une agence immobilière qu'un restaurant, qu'un coach sportif en ligne. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à adapter et au début, ça va vraiment vous faciliter la tâche d'être spécialisé sur un service, une niche, parce que sinon ça peut vite être un gros bordel de vouloir parler à tout le monde. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire au fur et à mesure du temps. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire si vous avez des opportunités. S'il y a des gens qui viennent à vous, vous avez dit je me spécialise sur des coachs sportifs et il y a un restaurateur qui vient, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le prendre. Vous pouvez le prendre, vous ne fermez pas de porte. Mais c'est votre axe de communication, parce que ça va vraiment vous simplifier la vie, vous différencier, vous rendre expert d'un domaine et également vous permettre d'avoir des prix plus élevés. Donc il n'y a que des avantages à ça, vraiment. À part que vous débutiez et que vous ayez plein d'opportunités de réseau autour de vous et que bah, voilà, vous allez être généraliste mais vous avez des clients en claquant des doigts. Sinon, c'est beaucoup plus facile de se spécialiser. Ensuite, comment créer un portfolio attractif sans avoir d'expérience? Ici, il nous dit créer des posts pour des marques imaginaires ou tes propres réseaux sociaux. Ok, propose à des associations, des petites entreprises locales en échange de témoignages. Alors moi, j'ai fait les deux. J'avais créé mes propres réseaux sociaux. Donc j'avais créé une page justement sur la food, tout ça. Également, je l'avais fait avec des gens que je connaissais ou du réseau où je travaillais gratuitement pour ces personnes-là. Et du coup, ça, c'est des bonnes choses. C'est-à-dire qu'au début, quand vous allez apprendre des trucs, attendre d'avoir des clients, c'est la pire chose à faire pour commencer à mettre en place vos choses et à vous entraîner. Parce que ça va vous faire prendre confiance, ça va vous faire voir si ce que vous faites, ça fonctionne, vous allez pouvoir pratiquer. C'est comme si vous apprenez un sport ou un instrument à travers YouTube et que vous ne le pratiquez pas. Là, c'est pareil. Donc, créez vos réseaux ou trouvez des réseaux sur lesquels vous entraînez et mettre vraiment les choses en place. Donc, voilà. Ça vous permet d'avoir des témoignages, de l'expérience, des avis à montrer, des choses, voilà. Moi, ensuite, j'ai dit un petit mot pour bien créer son offre. Est-ce qu'on en crée une ou plusieurs? Ça, c'est un truc qui revient souvent. Créer une offre en tant que CM freelance est crucial pour attirer des clients et clarifier ce que tu proposes. Faut-il créer une ou plusieurs offres? Qu'est-ce qu'il nous dit? Cela dépend de ton objectif et de ta cible, d'accord? Une offre unique, idéale si tu te spécialises dans un domaine précis. Offre plusieurs recommandées si tu vises un public varié ou si tu... Ok. Une offre basique pour des petites entreprises. Une offre premium pour des entreprises plus grandes. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de créer une offre pour une cible. En effet, si vous avez plusieurs cibles, comme je vous ai dit, une offre peut être différente. Donc, créez une offre par cible. Mais ne créez pas des packs comme on voit. Parce que vous tirez une balle, le client va jamais choisir la meilleure offre pour lui. Il va se tirer une balle dans le pied tout seul. En fait, créez l'offre qui lui apporte le plus de résultats. Créez l'offre la plus complète. C'est celle qui lui apportera le plus de résultats et sur laquelle il sera le plus content. Quand vous faites des packs avec une offre à 200, une offre à 700, une offre à 1005, souvent il va prendre l'offre à 200 ou à 700 pour déjà tester, pour voir. Et le problème, c'est qu'en fait, vu que l'offre elle est pas complète, c'est pas l'offre qui apportera le plus de résultats, bah, il va dire ouais non en fait ça me convient pas. Alors que s'il avait pris la plus grosse offre directement, bah, peut-être qu'il aurait eu plus de résultats et il aurait été satisfait. Donc en fait c'est se tirer une balle dans le pied que de faire des petites offres incomplètes, à part que ce soit vraiment ce que la personne veuille et qu'elle le fasse en connaissance de cause. Moi j'ai une cliente comme ça où on fait vraiment une petite offre juste pour être un peu visible, mais elle sait que c'est pas le truc sur lequel je peux apporter le plus. Donc voilà ce que je recommande par rapport à ça. Et faites une offre unique qui est la meilleure possible. Et après, si vous avez plusieurs cibles par la suite, oui, refaites une offre pour cette nouvelle cible. Mais créer plusieurs offres avec des packs, lui, il parle de 5 posts, le nombre de posts. Moi, je ne communique pas sur le nombre de posts. J'explique pourquoi dans la vidéo sur quelle est la fréquence de publication idéale. Vous pouvez aller la voir. J'explique tout, ma vision des choses. Et moi, je ne facture pas en fonction du nombre de publications. Qu'on en fasse une par semaine ou une par jour, ça ne change strictement rien. J'explique dans la vidéo pourquoi. Donc voilà, comment structurer une offre irrésistible selon lui? Analyse des besoins du marché, les difficultés récurrentes de tes prospects, ok, quelle plateforme utilise le plus, définis les livrables clairs, ok, évite les offres vagues comme gestion des réseaux sociaux, mise en avant des bénéfices, ça c'est très important. Ça c'est un bon conseil, très bon conseil. Les clients achètent des résultats, pas des services. Gagnez 10 heures par semaine grâce à une gestion complète de vos réseaux ou augmentez votre engagement de 30%. Ça, c'est le meilleur conseil qu'il a donné.
Voilà, mettez en avant des bénéfices. Et ça, c'est une erreur que font les CM freelance. C'est que souvent, ils mettent en avant, alors je vais vous faire 30 posts, je vais vous faire une gestion de communauté, je vais vous faire répondre aux commentaires, répondre aux messages. Et en fait, ils font une liste où ils mettent en avant des détails techniques, mais pas des bénéfices. Alors que c'est des bénéfices que les gens achètent, pas des détails techniques. Ajouter des options et des bonus. Oui, ça peut se faire, mais il faut être très clair sur la limite de ces bonus-là. Voilà, qu'est-ce que vous faites exactement, qu'est-ce que vous ne faites pas, parce que des fois, même si c'est des bonus ou des options que vous mettez en cadeau dans l'offre, il peut y avoir des abus aussi par rapport à ça. Structure tes offres en paliers, création de contenu plus programmation, ok, premium, donc ça moi c'est pas ce que je conseille. Pour rendre ton offre attrayante, des clients doivent comprendre rapidement ce que tu proposes et ce qu'ils vont obtenir. Cela évite les malentendus, oui, absolument. Ok, donc il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord et des choses avec lesquelles je suis moins d'accord. Une seule offre peut suffire si tu spécialises, mais plusieurs paliers ou options permettent, voilà. Bon, il y en a qui fonctionnent comme ça, moi c'est pas mon fonctionnement, c'est pas ce que je conseille. Comment vous structurez une offre irrésistible? C'est pas compliqué. On va revenir sur tout ce que j'ai montré dans cette vidéo, sur tout ce qu'on a vu. J'ai fait des vidéos là-dessus, allez les voir également sur l'offre. Moi, comment je fonctionne? Il y a 3 catégories dans une offre CM. Il y a la stratégie, la création de contenu, la gestion de communauté. Et l'un ne peut pas fonctionner sans les autres. Donc, si vous voulez faire de la création de contenu, il faut en amont, une bonne stratégie de contenu entre autres. Si vous voulez pouvoir gérer une communauté, il faut l'attirer, à part que vous soyez déjà sur un compte qui a beaucoup d'abonnés, mais la plupart du temps, si vous voulez une communauté à gérer, il va falloir faire du bon contenu pour l'attirer. Et du coup, moi, dans chacune de ces catégories, je vais mettre tous les meilleurs services que je peux faire dans mon offre. Dans stratégie, je vais mettre tout ce qui est veille, analyse de contenu, parce que c'est surtout là-dessus qu'on va apporter des résultats. Il peut y avoir de la stratégie également de collaboration, d'influence, toutes les stratégies qui vont permettre d'apporter vraiment plus de visibilité, notoriété et chiffre d'affaires à mon client. Ensuite, dans la partie contenu, évidemment, on va voir tout ce qui est la partie création de contenu et qu'est-ce qu'on va faire. Les types de contenu, les sujets, comment on va les créer, vidéo, carrousel, photo, story, voilà, tout ce qu'on va faire exactement détail par détail. Et ensuite, tout ce qui est gestion de la communauté, donc souvent c'est les commentaires et les messages privés, et toute la stratégie qui va aller par rapport à ça, parce que en effet, on peut les faire engager, mais on peut les faire acheter également par ce biais-là. Et donc, je vais faire toute ma stratégie d'offre, toute mon offre à partir de cette vision-là. Et je vais mettre dans chacune de ces cases-là les choses les plus complètes en fonction de l'entreprise de la personne, de ses offres, de son type de client, et vraiment créer l'offre la plus complète possible. Parce que le seul but de votre offre, c'est d'apporter le plus de résultats possible. Donc vous mettez tout ce qui va pouvoir lui apporter des résultats en fonction de son entreprise. Donc j'ai fait des vidéos sur la chaîne, j'ai même fait des vidéos où je prends des types d'entreprises et je dis, j'explique quelle est l'offre, on construit une offre ensemble sur ce type d'entreprise. J'avais fait ça avec les restaurants, mais je l'ai fait avec d'autres également. Donc je vous invite à aller voir. Mais voilà moi comment je structure vraiment l'offre, en fait pour qu'elle soit la meilleure possible. En effet, derrière, il y a des choses, voilà, mettre en avant les bénéfices, vous pouvez mettre des options, des bonus, il y a certaines choses que vous pouvez faire. Mais moi, j'en crée juste une et vraiment, je fais le plus de choses possibles dessus. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça répond à vos questions. Donc ChatGPT, en conclusion, est-ce que c'est un bon coach? Alors oui, il peut vous donner de bons conseils. On a vu, il n'est pas à côté de la plaque surtout. Par contre, il y a des nuances et certaines choses à préciser qu'il ne va pas donner par rapport à une personne qui est expérimentée, qui a des clients, qui est sur le terrain. Et ça ne remplace pas un véritable accompagnement avec des professionnels comme nous on propose chez la Boussole du CM. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'être accompagné, de développer votre activité pour en faire quelque chose de périn qui vous permet de vivre d'Internet et des réseaux sociaux, grâce à des clients qui vous paient mensuellement, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour voir une vidéo de présentation et pouvoir réserver un appel avec nous pour voir si oui ou non on peut travailler ensemble. Quoi qu'il en soit les CM, je vous souhaite un bon succès dans votre activité. On se dit à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez. Lâchez un pouce bleu, partagez cette vidéo à une personne qui en aurait besoin et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dit à très vite, prenez soin de vous, ciao.